Première loi, mec, c'est parti, on va parler de la loi du miroir. Donc qu'est-ce qu'elle stipule cette loi? Finalement, elle est dérivée d'une loi de l'univers très connue qui veut que tout ce qui est à l'intérieur est la même à l'extérieur, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et donc en fait finalement, la loi du miroir, elle stipule que les relations humaines sont un miroir qui permet de t'élever en conscience. C'est-à-dire prendre conscience de comment tu fonctionnes, ce que tu es, ce que tu n'es pas, finalement ce que tu te fais croire que tu es, via ton ego, via tes croyances, via l'environnement dans lequel tu as grandi. Les relations sociales et les relations avec les femmes sont un miroir pour t'élever. Et du coup, qu'est-ce qui découle de tout ça? C'est que dans tes relations avec les femmes, tout ce que tu ressens, elle va le ressentir. Et lorsque lorsque tu es, comment dire, beaucoup plus proche des sensations de ton corps, beaucoup plus proche de ton intuition, beaucoup plus proche et beaucoup plus sensible aux émotions que tu ressens, parce qu'il y a ce gros problème-là chez les mecs de manière générale, c'est que la plupart, et c'est ce qu'on a observé en coaching avec Hugo, la plupart sont complètement déconnectés de leurs émotions. C'est-à-dire qu'ils peuvent ressentir des choses très très fortes à l'intérieur, et c'est comme s'ils étaient coupés, en fait, finalement, au niveau du thorax. C'est-à-dire que l'émotion, elle est là, elle est présente, mais elle remonte pas jusqu'à la conscience. Donc il y a quelque chose qui est refoulé chez les mecs de manière générale et qui est lié aussi à leur nature. Parce que nous les mecs, on est des êtres beaucoup plus rationnels. Instinctivement, on est moins lié à notre intuition lorsqu'on compare, par exemple, des femmes qui sont, elles, beaucoup plus sensibles aux gens, beaucoup plus sensibles à leur environnement, beaucoup plus sensibles à ce qu'elles ressentent. Et donc, forcément, notre job, même si j'aime pas trop l'appeler ça job, mais en tant qu'homme, c'est d'intégrer la part féminine qui se trouve en nous. Ça, ce sera l'objet d'une autre loi. Donc, tout ce que tu ressens, elle le ressent. Et si, par exemple, tu vas l'aborder avec un état d'esprit de peur, elle va ressentir aussi cette peur et cette anxiété. Donc, tout ce que tu ressens, ça va se projeter. Et la personne en face de toi, ça sera un miroir de ce que tu es. Donc, par exemple, je sais pas, toi, quand tu dis ouais, non, cette personne-là, je la sens pas, cette personne-là, elle est pas souriante. Pas quelqu'un que tu connais. Et bah peut-être que finalement, peut-être, hein, on ne sait pas. Peut-être que finalement c'est toi qui n'as pas souri et qui était dans cet état d'esprit-là, qui a projeté ceci sur elle. Donc tout ce que tu ressens, elle le ressent. Tes relations sont le reflet de ce qui se passe en toi. Donc tout ton extérieur, le monde qui se manifeste à toi, dépend de tes croyances et de ce que est la vision de ce que tu as de toi-même à l'intérieur. Donc l'extérieur, ce qui se passe dans tes relations, c'est littéralement un effet de ce que tu ressens. Si tu ressens du désir, du manque, tu vas attirer des personnes qui sont aussi dans ce paradigme de désir et de manque. Donc ton monde extérieur est littéralement la conséquence de ton monde intérieur et pas l'inverse, parce qu'on aurait tendance à dire bah voilà, il se passe ça dans ma vie, il se passe tel événement et du coup bah c'est pour ça que je me sens pas bien et je suis réactif à l'environnement et mon mood dépend des autres. Mais la réalité c'est que ce que projette ton cerveau, c'est littéralement l'image de ce qui se passe en toi en fait. Donc c'est une question de niveau de conscience. Et il y a aussi une quatrième phrase que j'aime beaucoup à la fin, c'est que tout ce qui te trigger chez les autres, donc toutes les situations où tu vas ressentir des émotions négatives a priori, eh bien tout ce que tu vas aussi détester chez les autres, c'est des choses que tu n'acceptes pas forcément en toi ou que tu refoules de manière générale. Euh, on est tous des humains. On a une palette d'émotions et une palette de ressentis qui est identique finalement. On ressent une palette d'émotions large et du coup tout ce qui va te trigger chez les autres, où tu vas te dire
Ouais, attends, lui, il est jaloux et tout de sa meuf, etc. Moi, je suis pas un mec jaloux. Peut-être que cette partie de toi, en fait, finalement, tu la refoules. Cette partie de toi qui est jalouse et qui existe en toi. Pareil, lorsque quelqu'un est malaisant, quelqu'un est ridicule, forcément, on a une émotion de malaise qui est ressentie. Mais finalement, quand cette émotion-là, elle n'est pas associée par la suite à de la compassion ou à de l'empathie, ce qu'on a tendance à dire, c'est ah, ce mec-là, il est malaisant. Donc on a tendance à tomber dans le jugement. Et ce jugement-là, il va se reproduire sur nous-mêmes. Si tu juges les autres, tu vas te juger toi. Et si tu crois que les autres te jugent, c'est parce que c'est toi qui te juges. C'est toi qui projettes ta propre vision de toi-même sur les autres. Donc ça, c'est super important à comprendre. La loi du miroir, en fait, elle t'aide à comprendre que tu n'es... euh, les autres et ton monde extérieur n'est qu'un reflet. Et donc à partir de ce moment-là, tu comprends que euh, tu es responsable de tout ce qui se passe dans ta vie. Non seulement tu es le créateur, enfin non seulement tu es l'expérimentateur, mais tu es aussi le créateur. C'est toi qui crée tes émotions. Ce module est terminé. Loi suivante. Hop là, deuxième loi, on ne perd pas de temps mec. Je vais essayer de zoomer un petit peu parce que c'est tout petit. Hop là, voilà. Et là on se met bien mec, voilà. La loi de la vibration, donc qu'est-ce qu'elle stipule cette loi? C'est que tout est énergie, tout est vibration. En fait, si tu veux, à une certaine échelle, à l'échelle atomique, à l'échelle microscopique, tout ce qui existe, c'est des atomes, des électrons et du vide. Les électrons étant en mouvement autour de l'atome, ça crée un mouvement, ça crée une vibration. Donc finalement, je ne sais pas si je peux te prendre un exemple, mais si je prends ce téléphone à notre échelle, ok, c'est un truc solide, c'est un truc tangible finalement. Mais lorsqu'on va à l'échelle microscopique, c'est que des atomes, des électrons et du vide, et finalement, ceci n'existe plus. Ceci est que des, bon, t'as compris, des électrons, etc. Donc, en fait, à une certaine échelle, tout vibre, tout n'est qu'énergie. Et comme tout n'est qu'énergie, toi-même, tu es un canal d'énergie. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici les images. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un torus. Donc le torus, c'est l'énergie qu'il y a en mouvement autour de toi. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, quand tu vas rencontrer quelqu'un, eh bien, tu vas avoir la sensation de te sentir bien avec cette personne ou de te sentir mal à l'aise avec cette personne. Eh bien, comme on l'a stipulé dans la loi du miroir précédemment, il se peut que ce soit une énergie qui vienne de toi, donc que ce soit la loi du miroir qui soit effective, mais il se peut aussi que, effectivement, l'énergie de cette personne vibre assez bas. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là comme petit schéma, hein, j'adore faire des schémas. Donc ici, on a mis l'échelle de conscience, hein, c'est David Hawkins qui a... C'est une grille de lecture, c'est lui qui a théorisé tout ça. Donc là, on a les états de vibration. Parce que c'est des états de vibration, c'est des émotions. Donc c'est des états de vibration qui sont bas, en bas de l'échelle, bien évidemment. Donc tu as la shame, donc qui est la honte, guilt, culpabilité, l'apathie, grief, fear, donc peur, désir, tout ça, c'est des niveaux qui sont bas sur l'échelle de conscience. Et lorsque tu vibres ces états de conscience-là, eh bien, loi du miroir, ce qui se passe à l'intérieur de toi se reflète dans la réalité. Tu rencontres des gens qui vibrent à la même fréquence et tu rencontres aussi des expériences qui ne sont pas très joyeuses. Et il y a un truc très important, petit aparté, par rapport à ce que je viens de dire, c'est que ce n'est jamais l'expérience en soi qui est positive et négative, c'est le regard que tu portes sur cette expérience. C'est la relation que tu as avec elle. Et c'est tout le temps la même chose. Si je te prends l'exemple d'un petit enfant, de deux petits enfants, un petit enfant, il reçoit le ballon dans ses pieds, t'en as un qui va avoir peur et qui va se mettre à pleurer, et l'autre qui va shooter dedans, qui va être tout joyeux. L'expérience est la même. Euh,
finalement la situation est la même. Tout ce qui change, c'est la perception qu'on a de cette expérience, c'est la relation que ces enfants-là ont avec le ballon qui arrive sur eux, quoi. Voilà. Donc c'est un petit exemple pour te présenter ce, euh, ce truc de euh, finalement la, la situation qui t'arrive, c'est pas la situation en tant que telle, c'est ta relation à cette situation. On enchaîne du coup. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué que les émotions, ce sont des énergies en mouvement. Donc, emotion, émotion, énergie en mouvement. Lorsque tu ressens une émotion dans ton corps, tu as un certain état de vibration qui est lié à ça. Et ce que tu peux faire, c'est te détacher complètement de cette émotion, car elle n'est que passagère, tout comme tes pensées, elles ne sont que passagères. Et ce qui reste finalement, c'est la conscience, donc c'est ta conscience, le réceptacle dans lequel ces idées, ces pensées et ces émotions apparaissent. Donc c'est un travail de désidentification finalement de ce qui se passe en toi, de ce qui se passe dans ta tête aussi. Donc, comme ces émotions sont des énergies en mouvement, je reviens à mon exemple de la physique avec les électrons, c'est-à-dire que chaque rencontre que tu vas faire est un transfert d'énergie. Il y a des transferts d'énergie qui se font consciemment et inconsciemment, et encore une fois, comme je te l'ai dit dans le module précédent, les femmes sont très très sensibles aux gens, à l'environnement et à leurs émotions de manière générale. Bien sûr, c'est une tendance. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis émotion supérieure à contenu. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque tu vas communiquer avec quelqu'un, ce n'est pas tant le contenu de ce que tu vas dire, donc les mots que tu vas choisir, qui vont avoir le plus d'impact, c'est la manière avec laquelle tu vas le dire, c'est l'attitude avec laquelle tu vas le dire. Et je prends tout le temps cet exemple en coaching qui fait bien rire tous mes élèves, mais tu peux dire le mot banane de la façon suivante en disant banane, ou alors tu peux dire banane. Voilà pour ce moment. Donc tu vois bien qu'il y a une grosse différence. Le mot reste le même, mais la façon dont je te délivre le message est très différent. Et finalement, tu ressens beaucoup plus de choses. Que ce soit peut-être tu t'es senti malaisé, peut-être que tu as vu ça comme étant drôle, mais tu as ressenti beaucoup plus de choses, en tout cas lorsque je l'ai dit de la deuxième façon. Donc ça, c'est une règle de communication qui est hyper importante, mec, parce que c'est ce que tu fais ressentir à l'autre via toi ce que tu ressens en premier. Tu vois, moi j'étais amusé lorsque je t'ai sorti le mot banane la deuxième fois. La première fois, il n'y avait aucune émotion, je t'ai juste dit banane, je te l'ai balancé comme ça. Et la deuxième, il y a eu un travail beaucoup plus sur la façon dont tu délivres le message. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans la communication entre les humains, c'est les émotions que tu partages via la façon dont tu le dis, via à quel point tu es expressif quand tu le dis, et quelle est ton intention aussi. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre loi, on va parler beaucoup de l'intention. Mais donc, comme ce que je disais précédemment, les femmes captent inconsciemment ton état de vibration parce qu'elles sont très sensibles à ça, et sans même que tu ouvres la bouche, elles vont ressentir déjà des choses. Donc voilà, c'est ce que je disais. Ah bah ce sera pas dans un autre module, c'est dans ce module-là. Donc on parle directement de l'intention sharp et du let go par rapport au paradigme de stratégie de contrôle et de résistance. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce qu'une intention sharp et le let go lorsque tu fais des rencontres ou dans tes relations de manière générale? Où est-ce que se situe ton intention? Est-ce que ton intention se situe à un niveau de désir, de peur? Est-ce que tu veux obtenir quelque chose de l'autre? Ou alors est-ce que tu veux simplement partager une émotion, partager de l'amour, partager un moment avec cette personne? Et en fait, l'intention derrière toute chose, c'est le game changer. C'est-à-dire que l'action importe peu, ce que tu fais finalement en soi, ça importe peu. C'est quelle est l'intention que tu mets derrière tes actions. Ça, c'est très important aussi. Et donc, quand je mets intention sharp, ça veut dire aiguiser. On aiguise son intention lorsqu'on veut communiquer avec les autres. On essaye de l'élever à un rang d'honorer la présence.
de ne pas vouloir obtenir quelque chose de l'autre, de ne pas vouloir finalement s'auto-valider et s'auto-branler dans le fait de performer, de réussir une interaction ou finalement d'être dans l'ego. Finalement, c'est de ça dont il s'agit. Donc ça, par rapport à un paradigme de stratégie de contrôle et de résistance, c'est finalement l'extension de ce que j'expliquais juste avant. C'est que lorsque tu es dans ce paradigme d'utiliser des stratégies dans les relations humaines, finalement tu t'auto-brides parce que tu vas mentaliser en permanence chaque move que tu fais, chaque mot que tu dis, et finalement tu vas te rigidifier. C'est-à-dire que tu ne vas pas laisser la vie s'exprimer à travers toi, tu vas agir et avoir une intention pas sharp en fonction de ce que tu veux obtenir derrière, en fonction comment dire, l'image de toi-même que tu aimerais valider en utilisant cette stratégie ou ce contrôle. Donc c'est quelque chose qui rigidifie, et tout ce qui rigidifie ne laisse pas passer l'énergie. L'énergie ne peut pas passer si tu essayes de contrôler le résultat d'une action, si tu mets ton focus finalement sur le résultat au lieu de mettre ton focus sur l'input. Par exemple, quand je t'ai dit le mot banane tout à l'heure, j'ai mis mon focus sur me faire rire et faire une expression de visage qui me fait rire, tout simplement. Je me suis pas dit, j'ai envie de. Enfin, je me suis pas dit, et je n'avais pas l'intention de il faut que ce soit drôle. Parce que peut-être finalement que tu l'as vécu comme un malaise, on ne sait pas. Mais l'important, c'est que moi j'ai mis de la conscience et de l'intention sur l'input. Donc sur ce que je mets dans le four, et ce qui sort du four, c'est pas mon problème, tu vois. Voilà. Donc ce que je disais par rapport à l'énergie, c'est que lorsque tu bloques, lorsque tu veux utiliser des stratégies de la contrôle, lorsque tu résistes à ce qui se passe, lorsque tu es tendu comme ça, tu as le poing fermé au lieu d'avoir la main ouverte, eh bien l'énergie ne circule pas entre les gens et tu vas repousser inévitablement les femmes qui te plaisent vraiment. Donc la clé, quelle est la clé de ce module? La clé, c'est donner sans attendre en retour, et ça on va y revenir plusieurs fois dans les lois, c'est quelque chose qui va y revenir, mais c'est donner sans attendre en retour et honorer la présence sans rien vouloir de l'autre, et juste être conscient et être conscient que l'autre existe et simplement être satisfait de cela. C'est comme ça que tu vas attirer les 10 sur 10 que tu convoitises, peut-être. C'est depuis cet état donc que tu vas vibrer à une fréquence qui est haute. Et lorsque tu vibres à une fréquence qui est haute, à l'intérieur, et bien à l'extérieur, tu attires des expériences et des personnes qui vibrent à la même fréquence. C'est la loi de la vibration. Rendez-vous pour la nouvelle loi juste après. Let's go, mec. Bienvenue dans cette nouvelle loi, la loi de la polarité. Qu'est-ce qu'elle stipule, cette loi de la polarité? Elle stipule que la polarité est partout dans la nature, entre les individus, mais aussi en toi. Donc c'est quoi la polarité? Tout simplement, tu connais les pôles naturels magnétiques de l'aimant, le positif et le négatif, mais tu as aussi, en fait, c'est partout dans l'univers, hein. Donc tu as le haut, le bas, le chaud, le froid, donc ça c'est la température, la droite, la gauche, la lumière, l'obscurité. Et en fait, la polarité, elle est présente à toutes les échelles, mais aussi en toi. Et ça, c'est très important à comprendre parce que tu as la polarité masculine et la polarité féminine en toi. Et donc, à quoi est associée la polarité masculine déjà pour commencer, hein? J'ai mis que la polarité masculine est associée à tout ce qui est pouvoir de décision, pouvoir de donner une direction, hein. C'est comme cette métaphore du bateau et du navire que j'aime bien utiliser, c'est que l'homme construit son navire, il a un cap, il a une direction, et que la femme peut se laisser aller, cheveux au vent, à monter dans ce navire et à suivre sa direction. Donc bien sûr c'est une métaphore, donc c'est imagé, la femme elle aussi elle a une vie, elle peut avoir des projets, une direction, c'est juste pour imager la polarité. Si on prend dans l'extrême, c'est l'homme qui est au gouvernail avec son bateau, il a le cap, et la femme qui
J'allais dire des trucs de fou. On va rester dans quelque chose de très simple. Elle a son petit transat sur le pont et elle bronze les cheveux au vent. Et elle a envie de se laisser aller et que ce soit l'homme qui prenne les décisions, qui est la direction et le cadre. Donc d'un côté, on a ce mental qui est rationnel du côté de l'homme et de l'autre, on a plutôt ce qui est axé sur l'intuition et les émotions dans le féminin sacré, donc dans la polarité féminine, tout ce qui est associé à la douceur, à l'accueil. Et en gros, j'ai mis au milieu la complémentarité n'est pas égale à la complétude. Parce que si tu recherches chez l'autre quelque chose que tu crois manquer en toi, eh bien ça va créer beaucoup de discorde dans la relation. Et tu vas être en quête de complétude. Donc tu vas être comme si tu vas te comporter comme si tu n'étais pas complet et que l'autre venait combler quelque chose en toi. Et ça, c'est une relation qui n'est pas saine. Voilà, donc ce qu'on cherche, c'est vraiment la complémentarité, donc de deux êtres qui sont complets, mais qui ont une polarité, une polarité différente, inverse, contraire, et qui vont être complémentaires, et non pas se compléter. Donc c'est pour ça que là, tu vois, j'ai mis l'image d'un couple qui a un soleil, donc tu vois, on voit bien qu'ils sont complets, hein, les deux, ils rayonnent tous les deux, séparément et ensemble, bah, ils rayonnent encore plus. Pourquoi j'ai mis un pendulum en plein milieu? Donc le pendulum, c'est une image, une métaphore qui stipule en fait, c'est une extension de la loi de la polarité qui veut que tout finit par revenir à son équilibre. Et que finalement le haut, le bas, le chaud, le froid, bah, ce sont les faces d'une même pièce qui revient au 1, qui revient à son équilibre. Donc tu as aussi l'image du yin et du yang, hein, bien sûr, qui est très connue, et tu vois que le féminin, alors pour le coup je sais plus si c'est noir ou blanc, hein, le féminin, mais tu comprends très bien que tu as une polarité féminine dans le, dans le masculin sacré et tu as une polarité masculine dans le féminin sacré. C'est ce que stipule la loi de la polarité. Alors pourquoi maintenant c'est central dans les relations? C'est que si deux personnes restent dans le même pôle, eh bien, par exemple, je sais pas, deux personnes sont dans une relation, l'homme est très masculin et la femme est aussi très masculine. Donc ce sont deux énergies qui veulent diriger, qui veulent performer. Eh bien, la relation, euh, le courant, l'énergie qui va circuler dans cette relation va être bloquée et ça va créer de la discorde et aussi un manque, pas un manque, mais une sensation de mal-être chez les deux personnes. Donc si la relation elle est de cet acabit, eh bien elle va devenir soit une lutte de pouvoir, soit finalement une colocation amicale. Donc colocation amicale c'est quoi? C'est oui juste on est chacun dans notre polarité et il n'y a pas de, il a pas d'attirance quoi. Donc à l'inverse quand il y a une polarité forte, l'attirance finalement elle est presque automatique. C'est-à-dire que lorsque tu mets une femme et un homme dans une pièce, sans rien, bah, il y a de la tension qui se crée tout à fait naturellement et c'est ce qui crée l'électricité, c'est ce qui crée l'attraction entre, entre un homme et une femme. Donc, comme ce que je disais tout à l'heure, chacun porte en lui les deux pôles et la clé finalement c'est de pouvoir déjà être conscient qu'il y a ces pôles-là, être conscient que chacun peut avoir un rôle et chacun finalement euh, en choisissant un rôle qui lui correspond, va se diriger vers quelque chose qui est plus de l'ordre du bien-être que de l'ordre du mal-être. C'est-à-dire qu'il y a un choix qui peut être fait. Tu peux décider d'être plus dans ta polarité masculine ou plus dans ta polarité féminine. Mais si tu es une femme et que tu choisis une polarité qui est plus masculine, eh bien, ça va créer une sorte de mal-être en toi. Bien que c'est un vecteur. Donc, une femme peut très bien avoir un taux de masculinité plus élevé que la moyenne et se sentir très bien dans sa vie. Donc, c'est important de nuancer quand même tout ça. Donc on a d'un côté le masculin qui donne un cadre, qui donne une sorte de stabilité, une sorte de protection. Et le problème avec ça, c'est si un homme est bloqué dans ce rôle-là et qu'il ne voit pas en lui
le féminin, donc qui n'accepte pas sa vulnérabilité, eh bien ça va créer aussi de la discorde dans le couple, et inversement pour la femme, si elle n'accepte pas la polarité masculine qui est en elle, ça va créer du trouble. Voilà. Euh, donc c'est tout pour cette loi, mec. On va passer à la loi suivante. C'est parti. Nouvelle loi, on est de retour avec la loi de la cause à effet. Qu'est-ce qu'elle stipule, cette loi de la cause à effet? Bah, c'est assez clair, hein, en réalité, tout est dans le titre, c'est que toute cause produit un effet, et tout effet découle d'une cause. C'est-à-dire que finalement, quand on dézoome, bah, rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard, tout est conséquence d'une action, d'une pensée, d'une vibration. Tout a une cause et tout a une conséquence. Et là, on peut revenir à la loi précédente, la loi des cycles. Et finalement, en amour, encore une fois, il n'y a pas vraiment de coïncidence. Donc ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu aimais va influencer justement cette relation-là. Donc si par exemple ta posture intérieure elle est de te dire ouais non mais les femmes elles trompent toutes, tu produis une cause par cette croyance et cette croyance elle va se manifester d'une manière ou d'une autre dans ta réalité, donc tu vas émettre de la méfiance et tu vas attirer, voire renforcer ce scénario et cette croyance. Alors comment j'ai construit ce petit module? Donc là j'ai mis l'image de l'abeille qui va butiner dans la plante. Et cette image de l'abeille, elle est très parlante pour moi parce que c'est très exactement ce que je vais te faire comprendre par l'idée de l'intention. Qu'à chaque instant, tu peux cultiver une intention qui va déterminer la qualité de ton expérience et de tes relations. Si tu cultives ce miel en toi tous les jours, cet amour inconditionnel, cette paix qui existe à l'intérieur, si tu fais cet éternel retour à l'être, à ce que tu es profondément et à la conscience, ta vie extérieure va drastiquement changer. Et donc c'est pour ça que j'aime bien cette métaphore de l'abeille, parce que l'abeille, elle se soucie pas de savoir si son miel, il va être fait en quantité ou si le miel, il va être bon. L'abeille butine, elle récolte le pollen et elle revient à la ruche et elle recommence. Donc ça, elle se soucie pas finalement de l'output, de la conséquence. Elle se concentre sur l'input, donc ce qu'elle met dans la ruche, et puis le reste, naturellement, se manifeste dans sa réalité qui est de produire moult miel et moult gelée royale pour la reine. Alors, donc là j'ai mis la petite phrase juste en dessous. Donc si tu séduis pour combler un manque, donc si ton intention n'est pas sharp, si bah, finalement tu cultives cet état de désir et de manque, ce qui va se manifester dans la réalité, l'effet sera euh, de la récolte de frustration, de vide et de rejet. Alors que si tu rencontres dans l'ouverture, l'intuition, l'inspiration, la curiosité, eh ben, tu vas récolter connexion et expansion. Et le piège dans lequel on peut tous tomber, hein, c'est le piège de l'ego, c'est de vouloir obtenir quelque chose, de vouloir se concentrer finalement sur le résultat, de se concentrer sur ah mais est-ce que le miel il va être de bonne qualité, ah mais est-ce qu'il va m'apporter autant que ce que j'attends, ah mais là tu t'es piégé tout seul, parce que tu as influencé une cause qui va produire un effet dont tu vas te plaindre. Donc c'est pour ça que j'ai mis juste en dessous l'intention est supérieure à l'action. C'est pas l'action en soi qui est bonne ou mauvaise, c'est avec quelle intention tu fais les choses. Est-ce que tu fais les choses avec une intention d'amour pur? Est-ce que tu fais les choses, euh, tu prends des décisions depuis un endroit de paix, ou alors est-ce que tu prends des décisions depuis un endroit de peur? Et en fait, tout ça, finalement, quand tu dézoomes un petit peu, tu te rends compte que l'action en elle-même dans la matière n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens et aucun impact tant qu'elle n'est pas accompagnée d'une intention qui est de l'ordre de l'amour ou d'une vibration qui est élevée. Et qu'est-ce que j'ai mis au milieu? Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque un arbre généalogique et on remarque un schéma familial. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que aujourd'hui, il y a des comportements qui sont complètement inconscients chez toi. Euh, il se passe des situations dans lesquelles tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Et la réponse, elle est souvent
déjà dans la façon dont ton ego s'est structuré, mais dans la façon dont il a été façonné aussi par tes parents, par ton environnement familial et plus globalement par les croyances que tu t'es mises dans le cerveau ou que on t'a mises dans le cerveau. C'est pour ça que j'ai mis aussi juste en dessous la question du pourquoi. De creuser en fait le pourquoi de tes actions. Et ce travail-là, il est important pour toi, euh, pour comprendre, mais quand on dézoome, en fait, finalement, moi je me suis rendu compte que t'as pas besoin de comprendre pour avoir un choix d'identité. Mais c'est une étape par laquelle tu peux passer, la compréhension par l'ego, pour pouvoir en fait finalement avoir ce choix à chaque instant de ta vie du choix d'identité. Est-ce que là, je renforce un choix, est-ce que je fais un choix qui renforce mon ego, ou alors est-ce que je fais un choix qui émane de mon être et de qui je suis au fond de moi. Donc il y a cette dualité et le pourquoi te permet de mettre de la lumière en fait finalement, c'est ça dont il s'agit, mettre de la lumière pour pouvoir laisser aller plus facilement. Et donc par exemple par rapport à ça, un homme qui cherche sans cesse la validation féminine à l'extérieur, eh ben, il a pour cause en général une blessure d'abandon. Son ego a été blessé et c'est la raison pour laquelle il va attirer des femmes aussi qui renforcent ce manque et pas des 10 sur 10 dispo émotionnellement comme ce qu'on veut finalement dans cette communauté. Donc, euh, donc voilà pour ce module mec, il y a l'effet domino en fait, hein. Il y a quelque chose, il y a une sorte de force qui nous dépasse complètement et qui, si on ne met pas de conscience et si on ne met pas de lumière sur cette force-là, nous programme et nous contrôle. On devient un petit peu le jouet de cette force-là et le jouet de nos schémas familiers, nos schémas familiaux et de notre destin, ce qui est censé être notre destin. Est-ce qu'on a du libre arbitre? Est-ce qu'on n'en a pas? Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais ça permet d'avoir une réflexion assez profonde sur ton comportement et la manière dont tu prends des décisions, la manière dont tu agis dans la matière. Car spoiler, la manière dont tu agis dans la matière est une conséquence de ton état interne. Cette loi est maintenant pliée, passons à la suivante mec. La loi du rythme, à présent, qu'est-ce qu'elle stipule cette loi? Elle stipule que tout dans l'univers est cyclique. Et tu connais très certainement le vieil adage italien tutto passa, qui veut dire tout finit par passer hein, finalement. Et pour illustrer cette loi du rythme, j'ai mis plusieurs petites images, comme à mon habitude, j'adore mettre des images. Et donc là, on a le cycle lunaire, on a le cycle des saisons et le cycle perpétuel des vagues. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, tout dans l'univers fonctionne en termes de flux et en termes de reflux et de cycle. Donc rien n'est fixe, il y a toujours finalement une alternance entre enfin deux états, par exemple jour-nuit, marée haute, marée basse, inspiration, expiration. Donc c'est vraiment une pulsation naturelle de la vie qui oscille entre deux états fixes quoi. Donc deux ou plusieurs d'ailleurs, mais c'est toujours quelque chose qui est cyclique. Donc comment ça se manifeste ça dans la réalité? On comprend que rien n'est linéaire, que la croissance permanente n'existe pas dans une relation. Et ça c'est assez challengeant et assez difficile en tant qu'homme de comprendre ça, comme on a un mental qui est très rationnel, qui est tourné vers la direction, vers la croissance, de se dire que bah il y a des cycles de up et de down. Finalement, il y a des cycles en amour où tu vas avoir envie de proximité, comme dans les premiers instants d'une relation. Là, j'ai mis début de relation vs après. Mais on connaît très bien le cycle de passion intense quand on est au début d'une relation qui finit par se terminer à un moment où on se dit on rentre plus dans quelque chose qui est routinier, on a l'impression que la flamme est moins expansive, elle se réduit un petit peu cette flamme, mais finalement c'est un cycle naturel de la vie. Et il y a des moments où tu vas avoir envie de plus de proximité avec ton partenaire et des moments où tu vas avoir envie de plus de distance. Donc des moments d'expansion, des moments de contraction, des moments, comme je l'ai dit, de passion et d'autres moments de calme. Et ça, en fait, pourquoi c'est essentiel à comprendre? Parce que bah, le féminin est plus
est plus porté finalement sur cette idée de cycle parce que tout simplement il y a les menstruations chez la femme, non seulement les menstruations mais aussi tout l'aspect émotionnel, comme les femmes sont des êtres beaucoup plus émotionnels, beaucoup plus sensibles à tout ça, il va y avoir beaucoup plus de hauts et de bas. Donc les femmes sont beaucoup plus sont naturellement beaucoup plus cycliques que nous les mecs de manière générale, puisque le masculin est beaucoup plus linéaire. Et la raison pour laquelle j'ai mis l'image de cette vague, c'est de comprendre que en fait c'est pas dans le contrôle ni dans l'excès de stratégie pour maîtriser la vague que tu vas réussir à sortir la tête de l'eau. Au contraire, c'est en acceptant justement la vague, en sentant la vague, que tu vas réussir à trouver l'harmonie finalement en toi-même et aussi dans la relation. Donc, et pour ça, ouais, j'avais une petite anecdote assez sympa lorsque j'étais à Bali, lorsque j'ai appris à faire de la moto, parce que je savais pas passer les vitesses sur une moto. Et bien, quand j'ai pris une leçon avec notre ami balinais, son conseil c'était Brother, you have to feel the bike. Donc, il y a vraiment cette idée de s'abandonner un petit peu à la vie, au cycle de ce qui se passe et à se fier beaucoup plus à son ressenti. D'accepter que tout ne peut pas être maîtrisé, tout ne peut pas être contrôlé et qu'il y a des choses à ressentir. Et ça aussi chez les mecs c'est quelque chose qui est très challengeant puisque de manière générale il y a beaucoup d'émotions qui sont refoulées chez les hommes, beaucoup de peur, beaucoup de vulnérabilité qui n'est pas acceptée en eux. Et donc c'est justement en comprenant cette loi du rythme et en l'acceptant, d'accepter les phases où peut-être tu te sens peut-être un peu moins bien, peut-être des phases de down, d'accepter justement que c'est le cycle de la vie et qu'il y a une dualité en fait dans tout ça. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on résiste au rythme? Lorsque tu t'attaches beaucoup trop aux périodes de haut, et bah tu vas souffrir dans les périodes de bas. Et là, j'ai mis Jung sur les moments de down à célébrer. C'était dans son livre Ma vie, où il expliquait un petit peu ses rêves, son travail, les relations qu'il a entretenues avec ses élèves, avec ses meilleurs élèves. Et il y a un moment où il y a un de ses élèves qui était vraiment dans une phase de down. Et il y a Jung, ça m'a marqué dans ce livre, qui est arrivé et qui a dit bah justement, sortons le champagne, parce que cette phase de down, elle va forcément être suivie d'un moment beaucoup plus up, beaucoup plus haut. Et donc c'est apprendre à accepter l'orage, c'est ce que j'ai mis, et à danser sous la pluie. Accepter que la pluie est un élément de la nature et ne pas résister à cela. Donc c'est très important de comprendre ça, et même au travers de la relation, lorsqu'on démarre une relation, il y a comme je l'ai dit, cette passion, ce rush de dopamine, beaucoup d'intensité directement. Et après on comprend pas trop, on a l'impression que peut-être la femme s'éloigne, alors que non, c'est tout simplement le cycle naturel de la relation, et qu'il y a cette phase de passion et de calme. Donc c'est vraiment l'alchimie du rythme, c'est apprendre à danser. C'est une danse. Comme dirait mon ami Jules, la séduction c'est une danse, mais tout finalement dans la vie est une danse. Si tu apprends à danser et à être fluide avec ce qui t'arrive, eh bien tu vas, tu vas avoir beaucoup plus de sensations d'être dans la lumière que dans la résistance de ah mais pourquoi il m'arrive ça, pourquoi. C'est vraiment la différence entre le gosse qui reçoit un ballon sur lui, deux gosses, tu vois, différents. T'en as un qui va se mettre à chialer et l'autre qui va shooter dans le ballon, il va avoir envie de jouer. Les deux situations sont la même en soi, il a juste reçu un ballon, mais c'est sa relation avec la situation qui a engendré du coup la manière dont il se sent. Donc c'est pas tant ce qui se passe dans ta vie, c'est ta relation à ce qui se passe. C'est pas tant la relation en elle-même, c'est pas tant la femme qui se trouve en face de toi, c'est ta relation toujours à cette femme, à cet événement qui se passe dans ta vie. Voilà. Donc la loi du rythme nous enseigne que l'amour n'est pas une ligne droite, mais bel et bien une respiration vivante. Et c'est sur cette très belle phrase qu'on conclut ce module et qu'on passe à la loi d'après. Nouvelle loi.
Passe maintenant à la loi de la circulation d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'elle stipule cette énergie? Finalement, elle dit que si l'énergie ne circule pas, bah, il y a une forme de stagnation et une forme euh, de mort hein, finalement de l'énergie quand elle stagne, quand elle ne circule pas. C'est le début de la tourmente. Alors, comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça, c'est Lavoisier qui le dit. Tu es un canal d'énergie. Et la relation est un canal d'énergie en elle-même. Donc ça va découler pas mal de la loi de la vibration. Donc qu'est-ce qu'on a ici? J'ai mis un soleil parce que c'est exactement la métaphore que tu as envie d'utiliser. Tu as envie d'être un soleil, tu as envie de rayonner. Et le soleil ne se pose pas la question de savoir s'il va briller assez, sur qui il va briller. Il se contente de rayonner. Et là, ça fait écho à la loi précédente dans laquelle on avait envie d'être une abeille qui met toute son intention dans le fait de butiner et qui ne se demande pas si le miel va être bon et s'il y aura assez de gelée royale. Du coup, qu'est-ce que c'est être un soleil? C'est donner sans attendre en retour, mais non seulement de ce point de vue-là, mais aussi savoir recevoir sans donner en retour. Par exemple, quand tu reçois un cadeau, par exemple, quand tu reçois de l'argent, quelque chose, ce n'est pas toi et ton petit ego qui le reçoit, c'est la vie à travers toi qui le reçoit. Et c'est quand tu prends ce recul-là sur les choses que tu enlèves finalement l'emprise que tu as sur la vie, tout ce que tu crois être, tout ce que tu crois posséder, tout ça finalement, ça devient fluide, c'est juste des choses et de l'énergie qui passent à travers toi et la vie qui te traverse. Donc le problème avec ça en général, avec la loi de la circulation de l'énergie, c'est que on va avoir tendance en tant que mec à vouloir performer, à vouloir contrôler l'issue, à vouloir contenir certaines choses. Et lorsqu'on fait ça, bah forcément le canal d'énergie bloque, la circulation n'est pas fluide, et donc la relation est source de moult tourmentes. Donc qu'est-ce qui se passe en général dans les relations? C'est beaucoup, lorsque l'énergie ne circule pas, c'est lorsqu'il y a des problèmes de communication. Si chacun garde pour soi, si la communication n'est pas fluide, si on sent de la résistance à l'idée de dévoiler sa vérité, de dévoiler son expérience de la chose, eh bien ça va créer beaucoup de tourmente. Il y a aussi d'autres cas où si l'un donne, mais avec des attentes cachées, avec une intention qui n'est pas sharp, eh ben, l'énergie ne va pas circuler librement. Et non seulement tu vas le ressentir, mais ton partenaire aussi va le ressentir. Si l'un pompe de l'énergie et que l'autre, euh, bah, voilà, se fait pomper son énergie, si l'un vampirise, et ben, l'autre en pâtit et ça donne quelque chose de pas très beau à voir. Donc finalement, ce que tu as envie de comprendre, c'est que comme je l'ai mis sur le petit schéma, l'amour n'est pas une transaction, mais une énergie à faire circuler. C'est comprendre que euh, tu n'es pas là pour obtenir quelque chose de l'autre ou te sentir être via l'autre. Tu es là pour te sentir complet, te sentir être et partager, honorer la présence de l'autre. C'est pour ça que j'ai mis la petite image avec la main ouverte et qui donne, on sent ce désir de donner, à l'inverse du poing qui est fermé, qui veut contrôler, qui veut maîtriser, qui ne veut pas dévoiler, qui veut garder finalement une image de lui-même qu'il s'est construite. Donc, euh, donc il y a vraiment cette dualité-là dans cette loi de circulation d'énergie. Et, lorsqu'on fait le comparatif dans la relation, le masculin va être plus une énergie, va être plus celui qui va canaliser l'énergie, celui qui va diriger l'énergie, alors que le féminin va plus rayonner, faire circuler et l'amplifier. Ça, on peut prendre un exemple concret hein, dans la biologie et dans l'histoire, c'est l'homme qui rapportait les ressources dans la caverne et la femme qui s'occupait de faire fructifier ces ressources et de faire rayonner la calorie, comme dirait ce cher Delavier. Voilà. Donc là où il peut y avoir discorde aussi, et en général c'est le problème des mecs, et ça on en a parlé précédemment, c'est sur le fait de se rendre vulnérable et sur le fait d'exprimer sa vérité, d'exprimer les choses qu'il ressent. Et c'est lorsqu'un homme retient ses émotions qu'il bloque la circulation.
Et lorsqu'il, justement, il n'y a pas cette reconnaissance intérieure de cette vulnérabilité, et lorsqu'elle est refoulée, eh bien ça va faire de la discorde, parce que tu vas chercher chez la femme cette vulnérabilité alors que tu ne l'acceptes pas en toi. Donc tu vas essayer de cope, tu vas essayer de compenser via l'autre, mais ce qui n'est que source de tourmente. Donc justement, à l'inverse, quand chacun exprime, quand chacun donne et reçoit avec conscience et avec une intention de vérité, d'exprimer son ressenti et d'exprimer la situation qui se passe, eh bien l'énergie circule et l'énergie devient abondante et il y a de l'amour même dans le conflit à ce stade-là. Donc finalement, on comprend via cette loi que la circulation d'énergie, elle nous dit que le couple, ce n'est pas un lieu de stockage d'énergie, parce que qui dit stockage dit un moment ça pète, mais c'est plutôt un lieu où le flux d'énergie, le flux d'amour qui se trouve en chacun de vous circule librement et avec de la vérité. Et c'est comme ça qu'une relation s'expand, c'est comme ça qu'une relation est lumineuse et harmonieuse, et pas quand chacun essaye de bloquer, essaye de donner une image ou de garder une image de quelqu'un de solide, de non mais moi ça va, etc. Alors que il y a des émotions qui sont sous-jacentes. Voilà pour cette loi, donc si tu contrôles ou si tu retiens, l'amour va bloquer. Donc si tu retiens les choses, donc tu peux commencer par regarder ce qui bloque en toi, parce que ce qui va bloquer en toi, en général, ça va se projeter sur la relation et ça va bloquer tout aussi bien. On passe à la loi suivante, let's go. Dernière loi, mec, et c'est la loi la plus deep, on va dire, la plus importante, je dirais, de toutes les lois, c'est la loi de l'unité, que finalement tout vient de la même source et tout finit par y retourner. C'est-à-dire que lorsqu'on dézoome dans l'univers, voilà, j'ai mis you are here, finalement on n'est plus qu'un. Et on est tous les doigts d'une même main, donc ça j'ai généré, c'est Hugo qui m'a généré ça par ChatGPT, mais c'est le trio piqueur qui finalement on a l'impression au-dessus de la Terre que ce sont des êtres qui sont séparés, mais finalement ils viennent de la même racine, ils viennent de l'un, du unus mundus, qui est la source de tout, Dieu, comme on pourrait l'appeler. Donc juste à côté j'ai mis une image de fractal, donc ça c'est ce que c'est la fractale de Dieu qui s'expand perpétuellement. Donc nous, on est une infime partie de cette fractale à cette échelle et à l'échelle, à toutes les échelles en fait, c'est que de la fractale. Donc pour comprendre cette loi de l'unité, c'est comprendre que finalement l'autre, eh bien c'est toi. À une certaine échelle, à l'échelle divine, l'autre c'est toi. Nous sommes conscience et l'illusion de la séparation est la racine de la souffrance. Donc pour t'expliquer ça, euh, l'illusion de la séparation, c'est l'illusion de l'ego. C'est de croire que voilà, tu es unique, tu as une histoire, tu as des goûts, tu es un entrepreneur, tu es un footballeur, tu es ceci, tu es cela, alors qu'en réalité tout ça n'est que la projection de ton ego et que l'ego naît à partir de la conscience. La conscience que tu as de toi, la conscience qui est finalement la seule chose qui reste euh, quand on compare par exemple aux idées, quand on compare aux pensées, quand on compare aux émotions, toutes les idées, toutes les émotions, tout ce qui nous arrive dans notre vie, tous ces événements-là, tout ça est éphémère, mais ce qui reste à travers tout ça, c'est toujours la conscience, le je suis, l'observateur. Tu es le créateur, tu es l'observateur euh, et tu es l'expérimentateur de ta propre vie. Tu es la source à une certaine échelle, tu es la vie elle-même et tu es déjà complet dans le présent. Mais ton ego te fait croire que ce n'est pas le cas et tu l'as oublié, en quelque sorte, si tu t'identifies à toute cette illusion. Donc là, juste en dessous, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une image d'un pinceau et on va comprendre aussi ce que ça donne dans les relations, cette loi de l'unité. Mais en gros, littéralement, le pinceau, c'est ta flamme intérieure c'est ta conscience,
Et en fait, tu peux littéralement peindre ce que tu désires au plus profond de toi dans ta vie. Au plus profond de toi, il n'y a aucun doute. Au plus profond de toi, chaque pas que tu fais dans le présent contient déjà tous les autres pas. C'est-à-dire que le temps est une illusion, et que finalement, si le temps est une illusion et que le présent est tout ce qui est, la conscience est tout ce qui est, donc tout ce que tu projettes, tout ce que tu fais à cet instant précis, se matérialise dans le monde extérieur. Le monde extérieur étant une projection de ton monde intérieur. Donc tu es littéralement le peintre, et tu peux peindre des beaux tableaux avec ta conscience, avec ton désir ardent, et avec l'unicité de Dieu qui existe en toi. Alors je sais que cette loi, elle est un peu... elle te fait prendre pas mal de recul à une certaine échelle, mais tu n'es pas ta souffrance. Tu n'es pas tout ce qui se passe dans ta vie, tu n'es pas tout ce que tu te fais croire que tu es. Au fond de toi, tu es juste celui qui observe, celui qui ne disparaît jamais, à l'inverse de, comme je l'ai dit, des pensées, des émotions et de tout ce qui se passe dans ta vie. Un moment, tu es à un endroit, l'autre, tu n'y es plus, mais tout ce qui reste, finalement, euh, tout ce qui ne peut être touché, c'est ta conscience, c'est ton être véritable. Et du coup, donc là, on va parler un petit peu plus de la loi de l'unité dans les relations. Finalement, qu'est-ce que ça induit? Ça induit déjà, pas seulement dans les relations amoureuses, mais dans tes relations de manière générale, euh, je suis toi et tu es moi. À un certain degré, au degré divin, on est tous les doigts d'une même main. Et donc, du coup, ça te fait prendre pas mal de recul sur tes relations parce que on en revient à la loi numéro 1, la loi du miroir, euh, qui est que les relations sont un miroir de ta conscience pour te permettre de t'élever et d'atteindre ce stade de l'amour. Parce que c'est tout ce dont il s'agit, mec. Ce dont il s'agit, c'est de prendre conscience qu'au fin fond de toi, il y a un amour inconditionnel, illimité, qui se trouve. Et lorsque tu accèdes à cet amour, tu comprends que rien à l'extérieur ne viendra combler ce qui se passe en toi. Rien dans ce monde extérieur, pas un seul accomplissement, pas une seule femme, pas un seul business, une seule relation, ne viendra euh, te donner autant d'amour que ce que tu peux te donner à toi-même. Mais ça, c'est une information, tu peux process. Mais il faut la vivre intensément pour comprendre à quel point c'est insane. Et, euh, et tu peux pas faire autrement que de le vivre pour avoir ce switch d'identité. Le switch d'identité, de passer de l'état où tu t'identifies à ton histoire, à ton ego, aux identités que t'as pu incarner jusqu'ici, et de comprendre qu'à chaque instant, tu fais un choix d'identité, celui en général de l'ego qui est programmé, ou celui de revenir à l'être au plus profond de toi. Et à partir de ce moment-là, c'est un switch, comme j'ai dit, c'est un basculement d'identité très profond. Et là, moi, je vais t'inviter à te poser une question. Donc là, on a un peu fait le tour dans cet aspect relation, hein, qui finalement, c'est l'illusion de la séparation, alors qu'on est on est tous la même chose. La question à te poser, et ça m'a pas mal bouleversé quand j'ai pris conscience de à quel point c'était touchant et à la fois si vrai, c'est qu'à la fin de ta vie, tu vas pas te poser la question de qu'est-ce que tu as accompli, tu vas pas te poser la question de qu'est-ce que tu as fait, tu vas pas te poser la question de avec combien de meufs t'as été. La question que tu peux te poser à la fin de ta vie, mec, c'est à quel point as-tu aimé? À quel point tu as vécu une vie dans un état de conscience si élevé, dans un état où tu donnes, à quel point
Chaque instant de ta vie, tu as su te connecter à l'amour illimité qui se trouve en toi pour le diffuser à l'extérieur. Ce module est maintenant terminé. À bientôt pour de nouveaux modules.